En résumé, on va dire que l'objet, c'est une unité autonome qui est dotée d'un état interne et d'un comportement, tout comme un système. Donc c'est la manière dont le paradigme objet a dérivé de la systémique, et c'est la raison pour laquelle le concept, le paradigme d'objet et celui de système sont très fortement imbriqués et interreliés. Alors les limites de la systémique fermée avec la programmation orientée objet, c'est que pour la conception interne d'une application, ça peut aller, mais dès qu'on veut intégrer et faire évoluer à grande échelle des systèmes, on arrive à un certain nombre de limites, avec notamment une granularité trop fine. Les objets sont des microsystèmes qui sont difficiles à réutiliser hors contexte. Le couplage est souvent trop fort et on a une dépendance au code, au langage et au runtime, la manière dont on conçoit notre système. Et puis, on a des contrats implicites avec des interactions qui ne sont pas standardisées, et donc on n'aura pas de description des assemblages. Et donc, on va avoir besoin d'une sémique ouverte et interopérable qui va faire évoluer les paradigmes utilisés vers le paradigme composant et qui, lui, va influencer UML version 2 et va être intégré à la version 1 de SysML. Alors, avant d'aller voir le paradigme composant, j'ai dû mettre en exemple à un moment une expérience qu'on a fait avec des étudiants pour utiliser le paradigme objet dans ce qu'on appelle les PDM enablers. Alors, je vous explique l'historique des PDM enablers. C'est une spécification qui a été faite par l'OMG, l'Object Management Group, et qui est liée à des applications qui sont utilisées dans l'ingénierie, par exemple pour l'automobile, l'aéronautique ou tout ce qui est building aussi, qui vise à dire on va utiliser l'ingénierie par les modèles, et notamment des modèles euh, basés sur des modèles mathématiques, avec de la CAO, avec de l'électronique, etc. Mais pour travailler ensemble, on va devoir faire des choix d'architecture et on va devoir gérer proprement toutes les données qui sont liées au produit, au processus, pour pouvoir dire, bah, là, ça c'est achevé, c'est pas achevé. On va avoir besoin de naviguer dedans et on va utiliser des systèmes qu'on appelle les Product Data Management Systems ou des gestionnaires de données techniques. Et quand on utilise ça pour des intégrateurs aéronautiques, par exemple, qui travaillent avec plein d'autres entreprises, bah, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils vont vouloir partager leurs éléments de maquette numérique, mais ils vont être distribués dans plein de systèmes hétérogènes et dans des outils de gestion de données techniques hétérogènes et distribués par partenaires. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut imaginer une spécification pour dire, ah ben, on va faire fonctionner ensemble plusieurs systèmes de gestion de données techniques qui sont distribués dans de multiples entreprises et qui sont implémentés par le biais de multiples produits logiciels sur étagère basés sur des technologies hétérogènes. En gros, l'idée, c'était d'éviter d'être incapable de collaborer ensemble parce qu'on avait des process et des produits logiciels hétérogènes. Pour ce faire, il y a eu 2 projets de recherche auxquels j'ai participé et qui ont abouti à la production de cette spécification qu'on appelle les Product Data Management Enablers. Et cette spécification, pour la formaliser, le langage qui est utilisé, ça a été UML. Et pour pouvoir, il faut savoir que c'était UML et que c'était aussi basé sur, c'était formalisé en UML et ça a utilisé le middleware qui s'appelait Corba, Common Object Request Broker Architecture, qui est un système qui disait on peut faire collaborer par du middleware des systèmes logiciels en se basant sur une approche orientée objet et en combinant plein de services, des services de bas niveau, des services de haut niveau, qui permettaient de travailler sur l'interaction entre logiciels, sur des couches intermédiaires de logiciels qui répondaient à ces besoins d'échange entre systèmes locaux pour faire un système global et intégré. Et le paradigme utilisé pour tout ça a été le paradigme objet. Et ça s'est traduit, donc là, il y a tout un tas de spécifications qui expliquent un petit peu les divers composants, comment on définit les fondations, la responsabilité, le cadre global,
des baselines, c'est-à-dire des photos à un moment donné d'une configuration d'un système, les vues sur ce système, la gestion des documents, des produits, de la structure de produits, les effectivités des relations, est-ce qu'elles sont applicables ou pas selon le contexte, la gestion des modifications, impact des modifications et comment on les partage, la manière dont on implémente au niveau de la fabrication, et puis la gestion des configurations, comment on capture des configurations et on les échange entre partenaires. Donc ce domaine-là, l'idée, c'est pas trop de vous le détailler, c'est vraiment un exemple. Mais quand on a fait ces specs, on a utilisé donc le paradigme objet et UML pour le formaliser. Donc là, on a des packages UML qui découpent par rapport aux divers sous-systèmes au point de vue sur les PM enablers qu'on a voulu capturer. Et là, vous retrouvez sous forme de diagramme UML, diagramme de package et des dépendances, les divers constituants d'un système PDM distribué. Et puis, ce qui est surtout important et intéressant, c'est qu'à un moment, dans la partie framework, voilà, je vous le retrouve, c'est ici. C'est que la partie framework, ce qui s'est passé, c'est que pour spécifier les PDM enablers, l'idée c'était de dire on ne réinvente pas les systèmes de base des middleware. Il y a tout un tas de fonctions de bas niveau qui existent et qui ont été spécifiées par ailleurs et qui n'ont pas besoin d'être redéfinies, respécifiées spécifiquement pour les PDM enablers ou pour toute autre spécification de haut niveau par rapport à un métier précis. Et pour ce faire, le mécanisme qui a été utilisé a été le mécanisme d'héritage. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez que tout objet qui va être géré au niveau des PDM enablers, on va considérer que c'est un objet qui est manageable, documentable, qui peut être verrouillé, auquel on peut associer des attributs, auquel on peut travailler sur des transactions, où on va avoir un cycle de vie et on va avoir des cycles de vie par rapport aux compositions. Et tous ces éléments vont pouvoir avoir des numéros de révision. Ils vont pouvoir être modifiables, qualifiables, classifiables en termes de sécurité, changement d'état, possibilité de faire des baselines, donc des snapshots à un moment donné, et de pouvoir avoir des itérations. Tous ces principes sont faits sous forme d'héritage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces éléments-là vont aller appeler d'autres spécifications de l'OMG qui ont été créées indépendamment. Et ce qui fait que quand on va créer un objet métier dans les PDM enablers, il va falloir aller chercher les éléments de plus bas niveau qu'on retrouve dans des spécifications de services de base et basiques qui sont à un niveau granulaire beaucoup plus fin. Mais on va obliger à avoir une forte dépendance entre les objets métiers qui sont d'une forte granularité dans le domaine métier avec des objets ou des services de très faible granularité qu'on retrouve dans d'autres spécifications. Et ce qui a été demandé à 4 étudiants pendant un stage de 6 mois, c'était de dire, vous prenez la spécification des PDM enablers et à partir de là, vous me faites un serveur PDM simplement à partir de ces spécifications en 6 mois. Faites l'essai, regardez si c'est faisable et travaillez sur la production de ce système. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois, en tirant les fils de l'héritage, ça a obligé d'aller ouvrir une autre spécification et d'ouvrir une autre spécification et d'ouvrir une autre spécification. Et donc, pour pouvoir travailler, ils ont été obligés de lire et d'étudier l'ensemble des spécifications de l'OMG de bas niveau. Et donc, en fait, en tirant le fil, ils se sont retrouvés à quelque chose de très complexe où ils devaient maîtriser pour pouvoir travailler sur leur système, sur l'ensemble des spécifications de l'OMG, qui étaient de bas niveau. Et donc, au bout de 6 mois, ils n'ont pas pondu une seule ligne de code. Ils n'ont pas été capables de spécifier complètement ce qu'ils avaient besoin de faire pour pouvoir produire le serveur et le développer ou le faire développer.
Et c'est là où on voit le gros problème de dépendance amené par l'héritage, c'est qu'en fait, un objet qui est sur une logique métier de haut niveau, qui peut agréger plein de choses, va contraindre d'utiliser des spécifications de plus bas niveau, qui en général peuvent être implémentées différemment par des vendeurs logiciels et parfois amènent, de refaire complètement, si c'est pas compatible au plus bas niveau, empêche de faire les échanges au niveau de la logique métier sur des macro-objets par rapport à des micro-objets. Et le résultat, ça a été qu'en réalité, il a été complètement impossible de réaliser un démonstrateur complet, à partir de zéro. Et le deuxième, c'est que les gens qui implémentaient, les vendeurs logiciels qui avaient des produits commerciaux, quand ils avaient besoin de faire des échanges, ils en général, c'était pas compatible au plus bas niveau parce qu'au bout d'un moment, ils cassaient l'interopérabilité et la spécification et ils avaient des implémentations au plus bas niveau qui étaient incompatibles avec celles de leurs concurrents qui vendaient des produits dans le même domaine. Et donc d'un côté industriel, on a été incapable finalement de se servir de ce standard pour vraiment créer de l'interopérabilité à cause des contraintes apportées par la notion de réutilisabilité avec l'orienté objet. Donc de manière très concrète, l'héritage en soi, pour gérer la complexité dont on avait besoin sur des systèmes distribués avec plusieurs produits logiciels qui devaient interagir les uns avec les autres, n'était pas approprié et ne fonctionnait pas correctement. Donc l'endroit où on pourra utiliser l'héritage de manière à peu près correcte, c'est quand on a un seul outil et qu'on doit en faire un seul, et éventuellement on peut découper comme ça et découper notre logiciel interne, notre application seule, en intégrant plusieurs composants de manière cohérente. Mais dès lors qu'on aura quelque chose de plus complexe, à une échelle plus grande, avec plusieurs systèmes complexes qui communiquent les uns avec les autres, le paradigme objet et notamment l'héritage sont un frein par rapport à la réalisation des systèmes qu'on veut réaliser. Et cette, limite de l'objet a eu des conséquences parce que des personnes se sont dit: «Oh là là, ça marche pas bien». Il y a eu des nouvelles technologies comme les web services qui sont devenues la mode et la tendance et tout le monde s'est mis à se précipiter sur cette techno et ont jeté les spécifications je dirais de bonne qualité pour juste parce qu'ils changeaient de techno et ce, en dépit du fait qu'une nouvelle spécification, pour Corba, Corba 3 a complètement intégré la notion de composants et de containers, a été implémenté dans des technologies comme les Enterprise Beans. Mais la spécification des PDM Enablers avec ce qui aurait pu être corrigé en utilisant une approche de type composant, en séparant et en n'utilisant plus euh, les héritages, n'a jamais vu le jour. Et finalement, on n'a pas pu corriger cette spécification pour en faire quelque chose d'implémentable. Et cette évolution vers des technologies de plus haut niveau et adressant mieux la complexité avec le paradigme composant, n'a jamais vu le jour et finalement, on n'a jamais continué sur cette veine pour améliorer ce qui avait été spécifié. On est parti sur une autre techno qui elle-même n'intégrait pas la notion de composant et donc finalement les spécifications de ce type n'ont pas vraiment vu le jour de manière à être vraiment utile et à permettre l'interopérabilité souhaitée au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, on est en train de ramer encore sur des spécifications, sur des utilisations spécifiques avec des intégrations qui restent relativement faibles et coûteuses. Et ça reste toujours une épine dans le pied de collaborer entre programmes, entre membres de programmes qui travaillent sur un même produits industriels. Mais sur les produits logiciels, c'est la même chose, hein. Si vous prenez Dassault Systèmes ou des vendeurs de suites logicielles, quand ils veulent intégrer leurs produits logiciels, en général, ils ont encore beaucoup de mal à faire quelque chose de vraiment intégré. Ils le vendent sur le papier, mais dans la réalité, quand on déploie, quand on intègre, ça reste toujours une grosse épine dans le pied et un gros coût au niveau logiciel quand on veut vraiment digitaliser son entreprise. On va faire de la modélisation UML ou SysML à partir du moment où on a un certain niveau de complexité et puis au moment où on a plusieurs partenaires qui travaillent ensemble. C'est-à-dire que si vous travaillez sur quelque chose de simple où il n'y a pas beaucoup de monde, faire de la modélisation, c'est complètement inutile. Si vous passez sur des systèmes complexes avec plusieurs partenaires, plusieurs systèmes intégrés qui sont eux-mêmes relativement complexes, on voit ici que le paradigme orienté objet n'est pas suffisant.